c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía. Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur le centre de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamy et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix. Bonjour Eduardo. Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler du Brésil, par rapport aux États-Unis aussi. Nous allons parler du Chili avec le nouveau président d'extrême droite. Nous allons parler de Cuba et avec une sorte de solidarité avec ces pays en difficulté à cause des États-Unis. Nous allons parler des avis de tous les pays d'Amérique latine au sujet de la guerre en Iran. Nous allons parler de l'Équateur avec je l'appelle un laquais de Trump, le président de l'Équateur. Vous allez comprendre pourquoi. Et finalement, nous allons parler un peu de littérature, un livre un peu étrange, mais il laisse la parole à Béatrice pour nous parler du Brésil vis-à-vis des États-Unis. Oui, le Brésil qui résiste à l'offensive états-unienne. Les États-Unis pressent le Brésil pour un accord sur les minéraux critiques, lithium, nickel, cobalt. Mais Brasilia résiste par souveraineté et diversification de ses partenaires commerciaux. L'enjeu est de réduire la dépendance à la Chine, qui domine l'extraction et la transformation de ses ressources stratégiques. Les États-Unis font pression sur le Brésil pour qu'il signe un accord bilatéral visant à produire des millions de tonnes de minéraux critiques essentiels pour les économies et les champs de bataille de demain. Le Brésil, qui abrite l'une des plus grandes réserves mondiales de minéraux critiques, a besoin d'aide pour valoriser son potentiel et convertir ses réserves en exportation. Mais il se montre réticent à conclure un tel accord car Brasilia souhaite conserver le contrôle de ses ressources et pouvoir les vendre à d'autres pays. Les États-Unis souhaitent investir des milliards de dollars dans les minéraux critiques brésiliens et ont identifié au moins 50 projets potentiels. Un haut responsable proche du président Lula da Silva a déclaré que son gouvernement percevait l'offensive états-unienne sur les minéraux critiques comme une manœuvre un peu cavalière pour dicter la politique du Brésil en la matière. Le Brésil et les États-Unis cherchent tous deux à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, qui contrôle une grande partie de l'extraction et du traitement d'éléments tels que les terres rares, le lithium et le cobalt. Le président Lula était clair. Son pays ne livrera pas ses minéraux critiques sur un plateau à des entreprises étrangères.
rythme brésilien. On a envie de danser avant le départ de Béatrix à l'étranger. Et nous allons parler du Chili, n'est-ce pas, Béatrix? Oui, pour les premières mesures de José Cast. Voilà. José Cast a annoncé des mesures pour décourager l'entrée des migrants dans le pays. Il compte aussi gracier des policiers et des militaires condamnés pour la répression de manifestations en 2019. Il se prépare à intensifier les projets extractivistes dans le pays et à signer des accords miniers avec les États-Unis. Le chef d'État le plus à droite du pays depuis la dictature militaire de Pinochet, 1973-1990, est arrivé à la tête du pays andin avec un discours de fermeté face à la délinquance et à l'immigration irrégulière. L'une de ses premières décisions a été d'ordonner la construction de barrières physiques à la frontière avec la Bolivie afin d'empêcher le passage de migrants. José Cast a signé 6 premiers décrets, dont 3 consacrés à freiner la migration irrégulière, l'une de ses promesses de campagne. On assiste clairement à une consolidation de l'extrême droite réactionnaire d'Amérique latine, analyse Franck Godichaud, professeur d'histoire et d'études de l'Amérique latine à l'université de Toulouse. Et au sujet de la politique, les politiques d'extrême droite, elles, dérégulent, encouragent et appliquent une vision sécuritaire. Así se toca la guitarra. ¡Lindo! ¡Ay, ay, ay! Voilà une chanson chilienne d'Ángel Parra. Et avec ça, nous allons passer à un autre pays de l'Amérique centrale. Et récemment qu'il y a d'autres pays qui sont solidaires avec ces pays qui passent des moments très difficiles, n'est-ce pas, Béatrix? Oui, il s'agit d'un convoi international arrivé à Cuba qui entame une première distribution d'aide humanitaire. Distribution de 5 tonnes de fournitures médicales et autres produits de première nécessité dans les hôpitaux de La Havane. Au total, 20 tonnes d'aide doivent être acheminées sur l'île sous blocus états-unien. Le convoi international baptisé Nuestra América est organisé par une coalition internationale de mouvements syndicalistes, organisations humanitaires et personnalités, doit amener sur l'île 20 tonnes d'aide par voie aérienne et maritime. Cuba, qui vit sa pire crise économique depuis plus de 30 ans, a vu sa situation s'aggraver depuis la capture de Nicolás Maduro et à la fin des livraisons de pétrole de Caracas envoyées à son allié. Trump menace de représailles tout pays qui enverrait du pétrole à l'île des Caraïbes. En cette période très difficile que traverse le peuple cubain, tous les peuples du monde doivent faire preuve de solidarité, a affirmé la militante grecque Despina Marcou, qui a participé à la distribution. Selon les médias cubains,
D'autres membres du convoi partent de Santiago du Chili avec un chargement de médicaments et aliments pour aider Cuba. Un groupe de 140 personnes doit venir par avion de Miami pour se joindre à l'opération et une flottille en provenance du Mexique devrait atteindre la Havane en fin de semaine. Depuis plus de 6 décennies, le blocus des États-Unis tente d'étouffer Cuba et maintenant Trump est en train d'intensifier ce siège, a déclaré Jeremy Corbyn, ancien chef du Parti travailliste. Una guajira en re menor es un paisaje sencillo de los campos de mi Cuba, donde el cielo es más azul. Allí donde nace el sol y la gente es cariñosa, donde el sinsonte se posa para cantarle a su amor. Allí donde yo te vi, junto a aquellos altos cuines, cantaban los tomeguines un mensaje para ti. Una guajira en re menor para cantarla contigo y que seas feliz conmigo en el campo de mi amor. Guajira. Rythme cubain. Alors, nous allons parler maintenant d'un autre pays, plutôt des pays de l'Amérique latine, justement, oui, qui donnent leur avis au sujet de la guerre en Iran, n'est-ce pas? Oui, ça, face à leur inquiétude, face à l'attaque contre l'Iran, oui, effectivement. Alors, il y a le gouvernement vénézuélien a déploré que la voie militaire ait été choisie contre l'Iran dans le contexte des négociations complexes qu'il mène avec les États-Unis, qui cherchent depuis longtemps à obtenir l'abandon du programme nucléaire iranien. D'autre part, le président colombien Gustavo Petro a réagi aux frappes états-uniennes menées conjointement avec Israël, déclarant que Donald Trump s'est trompé. « Je pense que la paix mondiale est la cause commune de l'humanité. La paix et la vie sont les fondements de l'existence », a déclaré le président Petro, qui a aussi appelé à la non-prolifération des armes nucléaires. D'autre part, le gouvernement cubain de Miguel Díaz-Cancel a qualifié les attaques de violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies. La communauté internationale doit agir pour mettre fin à cette agression, compte tenu de ses conséquences imprévisibles. Maintenant, le gouvernement péruvien a déclaré « Le Pérou espère que la paix reviendra bientôt au Moyen-Orient et exhorte les parties impliquées à privilégier le dialogue et les mécanismes diplomatiques. » Et en dernier, le ministère mexicain des Affaires étrangères a exprimé sa préoccupation. En conformité à nos principes constitutionnels et aux convictions pacifistes de notre pays, nous exhortons toutes les parties à éviter toute escalade du conflit dont les conséquences humanitaires et la stabilité mondiale seraient graves. Nous réaffirmons la nécessité de résoudre les différends par le dialogue et la négociation.
Yo no le temo a la vida, tampoco temo a la muerte. Son cosas muy parecidas, aunque se vean diferentes. Yo no le temo a la vida, tampoco temo a la muerte. Son cosas muy parecidas, aunque se vean diferentes. La bada bada. Este mundo hemos venido tan solo por un momento. ¿Para qué tomarse a pecho aquello del sentimiento? La dicha como la pena, el dolor como el tormento. Son ilusiones que el hombre se crea con el pensamiento. Yo no le temo a la vida, tampoco temo a la muerte. Son cosas muy parecidas, aunque se vean diferentes. Yo no le temo a la vida, tampoco temo a la muerte. Son cosas muy parecidas, aunque se vean diferentes. Si el hombre fuera consciente de que aquí nada es eterno, no habría hecho de este mundo la sucursal del infierno. La vida sería sin duda una escuela diferente, donde el hombre aprendería que el matar no es de valientes. Yo no le temo a la vida, tampoco temo a la muerte. Son cosas muy parecidas, aunque se vean diferentes. Yo no le temo a la vida, tampoco temo a la muerte. Son cosas muy parecidas, aunque se vean diferentes. Solo agachan la cabeza aquellos que se resignan a continuar con la farsa de esta sociedad mezquina. Los de arriba hacen la salsa para su propia comida, y al de abajo no le queda que ir recogiendo las migas. Yo no le temo a la vida, tampoco temo a la muerte. Son cosas muy parecidas, aunque se vean diferentes. Yo no le temo a la vida, tampoco temo a la muerte. Bárbara Luna, no le temo a la vida ni le temo a la muerte. Voilà, Bárbara Luna, chanteuse argentine, qui est venue en Dordogne il y a quelques années, invitée par l'association d'OPEAL. Vous êtes bien l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler maintenant de l'Équateur, n'est-ce pas, Béatrix? Oui, le président Daniel Noboa, allié de Donald Trump, fait quadriller l'Équateur pour sa guerre contre la drogue. Depuis dimanche 15 mars et jusqu'à la fin du mois, les habitants des régions côtières de l'Équateur sont soumis à un couvre-feu. Une nouvelle étape de la guerre contre la drogue de Noboa, alignée sur les exigences de Trump. Quelques 75 000 militaires lourdement armés participent aux opérations. Inspiré par les méthodes de son homologue d'extrême droite salvadorien Nayib Bukele et toujours aligné sur les velléités de Trump, le président équatorien Noboa déploie sa politique anti-drogue ultra-répressive qui a fait la démonstration de son échec. Pas de quoi dissuader le dirigeant autoritaire de pousser le curseur toujours plus loin. Pendant 2 semaines, les Équatoriens des provinces de Guaya, Los Ríos et Santo Domingo auront l'interdiction de sortir entre 23h et 5h du matin. Pendant le couvre-feu, seuls pourront circuler les voyageurs munis de leurs billets d'avion, le personnel de santé et les services d'urgence. Les militaires lourdement armés participent aux opérations accompagnés de convois de fourgons blindés, de motos et d'hélicoptères. La Colombie accuse l'Équateur d'avoir bombardé son territoire près de leurs frontières communes.
Une affirmation rejetée par Quito sur fond de tensions croissantes entre les deux voisins sud-américains. N'oublions pas que moi, de mon avis personnel, Noboa, le président de l'Équateur, c'est un laquais de Trump. Voilà la musique de l'Équateur, oui, en fait, avec beaucoup de flûtes. Et nous allons parler un peu de littérature, même si c'est un écrivain français qui est très attiré par tout ce qui touche l'Amérique latine. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle La Rosa Perdida. Mais Béatrice va nous expliquer tout ça. À San Jacinto del Río, un village oublié des cartes et des dieux, Sofia Ordóñez dirige la Rosa Perdida, un bordel célèbre pour corps en quête de volupté, devenu refuge pour âmes errantes et au lieu de passage des hommes, opposants comme sympathisants au régime sanguinaire d'Isidro Galvez. Lorsqu'un matin, Sofia est pendue sur la place publique, dénoncée par son propre fils Mathias, le village entier frémit. Et sa mémoire, ses secrets et ses douleurs se déroulent pour tenter de comprendre. Dans ce premier roman, pétri de réalisme magique et d'une véritable virtuosité dramatique, Christopher Laquiese raconte les cicatrices d'un continent meurtri, la résistance muette et le courage de ceux qui, à bas bruit, œuvrent pour un autre monde. Voici quelques commentaires sur le livre. On est envoûté par la langue qui s'inscrit dans la tradition de l'écriture foisonnante des auteurs latino-américains. La Rosa Perdida est un hommage évident au réalisme magique sud-américain, le quotidien. Autour de ce qui deviendra un refuge d'âmes sans amarre, tourneront sacrifices, rêves, résistance et vengeance dans une ronde de destin, récits d'aventure et allégories politiques, encore le Parisien. Il y a dans ce texte une urgence à vivre libre et à aimer, quoi qu'il en coûte, à méditer en ces temps troublés. Femmes actuelles. Un roman nourri d'odeurs, de froissement, où se mêlent exubérance et tragédie, violence et passion, dans le sud-ouest. Oui, mais tu peux nous indiquer encore l'auteur et le nom? Christopher Laquiese, qui est né à Arcachon, je crois. Oui. Il s'appelle La Rosa Perdida. La Rosa Perdida, oui.
Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrix qui nous a livré des infos sur le continent latino-américain et qu'il va bientôt voyager pas loin de Trump. Et merci Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.